Solidarité dans la Confédération AES, le leadership du président en exercice, le général d'armée Assimi Goïta, conforté par ses pairs. Le Niger offre gracieusement du carburant aux autorités maliennes pour répondre avec diligence aux besoins des populations. Un convoi de 82 citernes d'hydrocarbures est arrivé ce matin à Bamako en provenance de Niamey. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo, présent à la réception des camions-citernes. Concours de recrutement des enseignants-chercheurs, 118 postes sont à pourvoir. Occasion pour le ministre en charge de l'enseignement supérieur d'insister sur la performance et le sens du devoir. Youssouf Djakité, présent pour l'ERTM au lancement des épreuves. Toute une journée dédiée au département des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine à la semaine internationale de l'artisanat touareg. Le ministre Moussa Ag Atayer, très honoré, était dans les stands en visite pour admirer le savoir-faire ancestral des artisans touaregs. Fin à Ouagadougou de la 20e édition de la semaine du numérique entre Bila, annonces et récompenses. Un prestigieux dîner de clôture a mis en lumière la créativité qui anime l'écosystème numérique des pays de l'Alliance. Le ministre de la Communication Al-Hamdou Ag Ilien conduisait à l'événement une forte délégation malienne. Samedi 20h, bonsoir à tous et bienvenue aux informations. Direction les théâtres d'opération. Des frappes ont été menées hier vendredi avec succès dans la localité de Abeibara par les FAMA. On en sait plus dans ce commentaire de Abdoulaye Sakou. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que le 21 novembre 2025, les FAMA ont ciblé et détruit des objectifs terroristes longuement observés dans la région de Kidal comme suit. Un véhicule logistique camouflé sous une bâche à 5 km au sud d'Abeibara a été traité avec succès dans une grande explosion. Aussi, des terroristes regroupés ont été neutralisés par une frappe sur un second objectif. L'état-major général des armées rassure que la recherche des refuges terroristes continue. Solidarité dans la Confédération AES. Le leadership du président en exercice, le général d'armée Assimi Goïta, conforté par ses pairs, le Niger offre gracieusement du carburant aux autorités maliennes pour répondre avec diligence aux besoins des populations. Un convoi de 82 citernes d'hydrocarbures est arrivé ce matin même à Bamako en provenance de Niamey. Ce geste empreint de reconnaissance a été chaleureusement salué par le ministre de l'Industrie et du Commerce au nom du président de la transition et du gouvernement du Mali. Moussa Alassane Diallo, présent à la réception des camions-citernes, Seydou Traoré et Sambou Diakité, reportage. C'est aux environs des 12 heures temps universel que les 82 camions-citernes d'hydrocarbures convoyés par les forces de défense et de sécurité unifiées de l'AES sont arrivés à Bamako à bord de pick-up, de blindés et de motos après avoir parcouru 1400 km entre Niamey et Bamako. Les forces nigériennes ont témoigné de la solidarité du peuple nigérien envers leurs frères maliens. Au nom des plus hautes autorités de la transition, le ministre de l'Industrie et du Commerce a réaffirmé la reconnaissance du peuple malien. Je voudrais, au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, présenter nos sincères remerciements et exprimer toute notre gratitude au président de la République du Niger, chef de l'État. Ces 90 citernes vont contribuer certainement à améliorer l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers, mais aussi et surtout à réduire les souffrances de nos populations. Ce geste du Niger illustre parfaitement la devise de la Confédération AES, à savoir un espace, un peuple, un destin. Cette donation exprime aussi le destin commun entre le Mali, le Burkina et le Niger. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, chef de l'État, général d'armée Abdraman Chani, votre générosité inspire les peuples de l'AES
et les motive davantage à se mobiliser, à être déterminés, à assurer le destin et la souveraineté de nos peuples. Le Niger, pays reconnaissant, se souvient du soutien du Mali, notamment au moment où la CEDEAO a voulu imposer la force aux nouvelles autorités. On n'a pas oublié ce que le Mali a fait pour le Niger. Je vais faire un petit rappel de l'histoire. Vous vous rappelez, il y a un an et quelques, quand le Niger a été menacé d'être agressé par la CEDEAO parce que le Niger a décidé de prendre son destin en main, la CEDEAO a décidé d'agresser le Niger d'une manière violente. Le Mali s'est levé, le Burkina s'est levé, la Guinée s'est levée pour dire non à l'agression de la CEDEAO. Ça a été un moment formidable que le Niger ne m'a jamais oublié. Le Niger reconnaissant l'égard du Mali et de ses dirigeants. C'est conformément à cette gratitude que le Niger aussi a décidé à son tour de fournir d'une manière prioritaire ce carburant aux Maliens pour faire face à l'épreuve que le Mali est en train de subir depuis quelques jours ici à Bamako. En accueillant le convoi de citernes, le ministre Moussa Alassane Diallo a tenu à serrer la main de tous les chauffeurs et de leurs apprentis pour leur sacrifice au service du Mali. Je tiens particulièrement à adresser à l'ensemble des chauffeurs et leurs apprentis qui ont fait partie de cette mission, saluer leur courage, leur engagement, leur détermination et surtout leur dévouement à apporter leur contribution au règlement de la crise des hydrocarbures dans notre pays. Chaque pas compte dans la gestion de cette crise-là. Chaque pas compte. Et il faut saluer et reconnaître chaque pas. Ça vient appuyer, disons, les mesures déjà prises par le gouvernement du Mali pour aider, en tout cas pour renforcer, disons, la disponibilité des produits pétroliers. Cette solidarité agissante du Niger permet de raffermir davantage les liens séculaires entre les deux pays. Oui, monsieur le ministre, chaque pas compte. L'arrivée sous escorte confédérale de cette grande et fascinante colonne de camions nigériens transportant du carburant incarne à souhait la solidarité de l'AES en période de crise. Disons même que c'est une mise à mort de cette cabale médiatique qui veut faire isoler le Mali et les Maliens avec des scénarios odieux. Dans cet entretien accordé à l'ERTM par le directeur de publication de Nouvelles Tribunes, on décrypte les enjeux visibles. Alexis Kalambri est interrogé par Moussa Kamara. Vous savez que l'information est une idéologie et l'idéologie dominante, disons, véhicule son information selon le sens qui lui plaît. Et également, vous savez que la guerre médiatique est aussi vieille que le monde parce que, encore une fois, les idéologies veulent toujours attirer les intentions, les opinions et les décisions dans le sens. On façonne l'opinion, on façonne le modèle, on façonne tout à partir de l'information, à partir de l'orientation de l'information. Donc, la guerre informationnelle est strictement lié, intimement lié à deux choses. L'apport économique, la place d'une nation et son poids économique, mais également le rôle et l'expansion diplomatique qu'on se donne. Mais c'est une réalité et il faut toujours faire avec. Alors, comment vous appréciez la solidarité de l'AES face à la crise des carburants ces temps-ci? La force confédérale a supervisé l'escorte d'une centaine de camions citernes vers le Mali. Je pense que ça c'est à apprécier et ça c'est, on peut dire, une application concrète de la solidarité que nous recherchons au Sahel. À partir des vrais problèmes des pays. Parce que ce qui est recherché dans notre confédération, c'est cette solidarité, cette mutualisation des efforts et surtout ce partage qui permet aux uns d'appuyer les autres. Je pense que au-delà de tout ce que nous avons vu ici, jusqu'ici, parce que ou du moins les domaines où on avait senti vraiment l'AES, c'était le domaine culturel, un peu, disons, en plus de la mutualisation des efforts sur certains plans sécuritaires, mais concrètement, ça c'est un appui
à la fois de solidarité, mais également de bon voisinage. Je pense que voici des moments, des secteurs ou des événements qui permettent réellement de sentir l'AES et à l'AES de s'affirmer en tant que confédération et en tant que des nations ayant les mêmes visées. Et pour aller plus en profondeur sur ce qu'il vient d'expliquer, ce soir encore, nous revenons sur les montages grossiers de la chaîne française France 2 qui estimait dans un reportage que toute la majorité des ressortissants européens et français en particulier ont quitté Bamako pour raison de menaces terroristes. Et pire encore, que les combats contre les terroristes sont menés par des soldats de Africa Corps. Faux et archi-faux, pur mensonge de France 2 pour ternir l'image de notre pays car la réalité est tout autre. Voyons tout cela avec Sidiki Dameli dans ce reportage. Dans le reportage de propagande, les médias français, particulièrement France 2, annoncent l'envahissement de Bamako et environ par des terroristes. Et au même moment, c'est l'ambassade de France au Mali qui fait la promotion d'un festival culturel malien, le Mali Mode Show, avec la participation de toute la communauté européenne ici à Bamako. Étrange et bizarre, non? Jugez-en vous-même. Cette même ambassade de France qui enjoignait ses ressortissants de quitter Bamako ne se prive pas de savourer les bons coins de la capitale en toute sérénité. La question que l'on se pose aujourd'hui est de savoir où sont donc passés ces terroristes de France 2 qui encerclent Bamako. Les forces armées maliennes qui patrouillent nuit et jour et escortent les camions-citernes des pays voisins au Mali, sans embûche, voudraient aussi bien le savoir. Ces groupes armés terroristes aussi, par rapport à ils font tout le contraire de leur narratif. Chaque fois, ils disent, bon voilà, à la population, bon, on n'est pas là pour vous, on est là pour les FAMA. Et malheureusement, quand les FAMA se présentent, c'est eux qui sont en train de fuir, ils disparaissent. C'est dire à la population de continuer à avoir confiance aux FAMA, à leurs FAMA, c'est leurs FAMA, et de nous soutenir, de nous envoyer des informations et des renseignements concernant ces gens. Les forces armées maliennes qui sont décriées aujourd'hui par les médias français ont pourtant sauvé la vie à beaucoup de Français ici au Mali. Rappelez-vous ces images de l'attaque d'un hôtel de Bamako en 2015 où des Français sont portés au dos par des militaires maliens. Ces genres d'images, vous ne les verrez jamais sur les médias français qui sont pourtant prompts à diffuser des vidéos de propagande des terroristes. C'est une évidence aujourd'hui. Beaucoup de journalistes français doivent retourner à l'école de l'éthique et de la déontologie en journalisme. Elle a été signée par Sidiki Dambélé. De la fumée noire dans le ciel de sang. Un incendie parti d'un camion chargé de céréales s'est vite propagé dans des familles voisines. Le feu a été circonscrit après 2 heures de lutte grâce aux sapeurs-pompiers appuyés par des riverains. Un blessé grave et de nombreux dégâts matériels sont à déplorer. Tentons de comprendre ce qui a causé tous ces dégâts. C'est avec Drissa Kone et Seydou Kamera. De la fumée noire se propage dans le ciel de sang. Une matinée paisible perturbée par cet incendie au quartier Carantella. Les riverains et autres passants venus porter main forte sont en panique générale. Hommes, femmes, enfants, bref, chacun fait de son mieux car l'urgence est là. De l'eau, du sable et même des sachets d'eau, tous les moyens sont déployés pour contenir le feu qui se propage dans des familles voisines. Les robinets sont à sec, mais chaque famille contient presque un puits. Les témoins racontent. Bon, moi j'étais assis dans ma cour, j'ai entendu les bruits. Bon, brusquement je suis sorti, j'ai vu que le camion est en flammes. Donc moi je leur ai demandé d'aller un peu en arrière et décrocher la cabine. Donc ils ont fait ça. Donc ensuite j'ai demandé qu'est-ce qui est arrivé ça. Il me semble qu'il y avait du carburant dedans. Le feu était très intense, il fallait qu'on leur vienne en appui. Une résilience est appuyée par les soldats du feu avec à leur tête le directeur régional. Nous nous sommes débrouillés quand même pour éteindre le feu avec l'appui de la population. Je pense que c'est l'occasion pour moi et le lieu
propice pour féliciter vraiment cette brave population de Karantela qui nous a porté main forte pour éteindre le feu. Après 2 heures de dur labeur, le feu est circonscrit. Pas de pertes en vie humaine, mais un blessé grave et de nombreux dégâts matériels. L'enquête suit son cours pour déterminer les causes exactes, mais d'ores et déjà, il est conseillé à tout un chacun de faire très attention dans le transport illicite et la conservation des hydrocarbures. Oui, la vigilance reste de mise. Attention, sur toute autre chose maintenant. Lancement à Bamako des activités de la plateforme des femmes de l'AES section malienne. Cette plateforme qui vient tout juste d'être créée ambitionne de soutenir les initiatives des chefs d'État des pays de l'AES. Cette cérémonie de lancement a été mise à profit pour présenter le nouveau bureau de la plateforme qui compte 64 membres dirigé par Damele Aïssetambay pour un mandat de 2 ans renouvelable. Le compte rendu de Sarona Kamisoko. Aussitôt mise en place, aussitôt opérationnelle, la nouvelle plateforme des femmes de l'AES, section malienne, ambitionne de jouer un rôle plus actif dans le combat pour la souveraineté totale de l'espace commun. Sa présidente reçoit des mains du ministre de tutelle du drapeau de la Confédération AES, signe de cet engagement des femmes maliennes. Le 17 juillet 2025, les ministres en charge de la promotion de la femme et du genre de la Confédération des États du Sahel se sont réunis à Niamey, au Niger. Ils y ont fait une déclaration. Et cette déclaration précise que les plateformes nationales sont placées sous la tutelle des ministères en charge de la promotion de la femme et du genre. À la tête de la nouvelle plateforme des femmes de l'AES section malienne, un bureau exécutif de 64 membres élu pour un mandat de 2 ans renouvelable. Il est dirigé par Mme Damele Aïssetambay. L'objectif est de fédérer nos expériences et nos forces pour mener dans l'unité d'action la lutte pour la défense de la patrie et l'unification des peuples de l'AES. La section Mali de la plateforme nationale des organisations de femmes de l'AES sera affiliée à la plateforme régionale des organisations des femmes de la Confédération, dont la mission est de fédérer les efforts des organisations féminines du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Soyez rassurés, chères femmes du Mali, que le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille accordera une attention particulière à l'accompagnement de la plateforme nationale dans la mise en œuvre de ses missions afin que chaque femme, chaque enfant et chaque famille malienne en ressentent les effets. Et la ministre Diarra Djeneba Sanogo d'inviter toutes les associations féminines du Mali à faire bloc derrière cette plateforme afin de réussir les futurs chantiers. Car selon elle, seule l'union fait la force. Quittons Bamako pour Ouagadougou, la capitale burkinabé, où la 20e édition de la semaine numérique s'est achevée ce vendredi soir par un prestigieux dîner de clôture, marquant un moment fort de rassemblement pour les acteurs du digital. Entre bilan, annonces et récompenses, l'événement a mis en lumière l'effervescence créative qui anime l'écosystème numérique burkinabé et des pays invités. La ministre burkinabé de la transition digitale a salué les efforts de tous les participants qui ont fait de cette édition un tremplin vers l'avenir avant de rappeler l'importance de la souveraineté numérique. Le ministre de la Communication, Al-Hamdou Ag Ilien, conduisait à l'événement une forte délégation malienne. Les temps forts avec nos envoyés spéciaux Khadija Toukone et Julie Traoré. La semaine du numérique s'est achevée ce vendredi soir à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Réunis autour d'un dîner officiel présidé par le Premier ministre burkinabé, l'atmosphère était à la fois solennelle et conviviale. Le ministre ghanéen en charge du numérique, pays invité d'honneur, est dans son intervention revenu sur les enjeux de cette semaine et a salué les avancées numériques réalisées. La participation du Ghana a donné une dimension plus vaste aux échanges, renforçant les liens de coopération technologique entre Accra, Ouagadougou, Bamako et Niamey. En participant aux différentes activités, il comprend que l'Afrique est désormais prête pour embrasser les progrès et innovations technologiques. Il est content des différents accords et partenariats qui ont pu être développés au cours de la semaine.
Et comme il a l'habitude de le dire, les solutions pour l'Afrique sont effectivement en Afrique et pas ailleurs. Il a réaffirmé l'engagement donc du Ghana à soutenir le développement technologique en Afrique. Il a même proposé que le Ghana rejoigne l'AES. From policy dialogues and research showcases. Aux côtés du pays invité d'honneur, les délégations des pays de l'AES ont également souligné l'importance stratégique du numérique pour l'intégration et la souveraineté technologique du Sahel. Je voudrais donc, au nom de la délégation du Mali et de la délégation du Niger, invités spéciaux, remercier le Burkina, féliciter le Burkina et inviter aussi les jeunes du Burkina, parce que j'ai eu plaisir à constater que c'est essentiellement des jeunes. Oui, c'est une affaire de jeunes, parce que la machine permettra à l'Afrique certainement de rattraper son retard. Et j'ai constaté également aussi un autre plaisir, donc un double plaisir, c'est que l'essentiel des participantes étaient des femmes. Donc quand vous formez une femme, vous formez une progéniture. Et je suis sûr qu'avec cette rencontre, la jeunesse du Burkina va nous permettre de faire des grands bonds en avant. Mesdames et messieurs, je voudrais cependant inviter les jeunes Africains, particulièrement les jeunes du Sahel et d'ici, à faire un bon usage humain de la machine. Dans son discours de clôture, la ministre en charge du numérique de Burkina Faso est revenue sur les initiatives menées tout au long de la semaine. Panel, ateliers pratiques, expositions technologiques, rencontres avec les acteurs du secteur privé et sessions dédiées aux jeunes porteurs de projets. Elle a rappelé l'engagement du gouvernement à poursuivre l'investissement dans les infrastructures digitales, à renforcer la cybersécurité et à accompagner la jeunesse vers des métiers du futur. En vous célébrant ce soir, nous célébrons le génie burkinabé. Vous êtes les visages de cette résilience et de cette créativité que le projet d'accélération de la transformation digitale au Burkina Faso viendra soutenir et amplifier pour faire de notre pays un hub technologique régional. Vous êtes la preuve que le Burkina Faso dispose de talents nécessaires pour relever les défis de demain, que dis-je, d'aujourd'hui. Point d'orgue de la soirée, la remise des prix aux lauréats du concours numérique et aux jeunes start-up les plus promoteuses. Plusieurs start-up ont été saluées pour des innovations, notamment dans la robotique, l'IA et la transformation des services publics. Les lauréats ont eu chacun 2 millions de francs CFA. Le président du Faso, le Premier ministre et le président de l'Assemblée transitoire ont eu des coups de cœur pour certains projets sur les mathématiques, la santé et la traduction des langues nationales. Ils ont remis, en plus des prix reçus par ces lauréats, respectivement 3 millions, 2 millions et 2 millions de francs CFA. Les jeunes entrepreneurs ont évoqué leur désir d'émettre leurs projets hors des stands et d'en faire des entreprises pérennes. Cette soirée de clôture aura ainsi donné le temps d'une ambition partagée, d'une coopération renforcée et d'un engagement renouvelé envers les technologies au service du développement. Une édition riche en innovation qui ouvre de nouvelles perspectives pour les années à venir. C'est bientôt la fin du PACT 6, phase 2. Le programme financé à plus de 2 milliards de francs CFA par la coopération allemande a permis à la Cour des comptes de la Cour suprême du Mali de mener 40 missions de contrôle dans 650 collectivités territoriales, entre autres. On en sait plus avec Batraouri. Le programme d'appui aux collectivités territoriales PACD6 phase 2 a démarré il y a 2 ans. Financé par la coopération allemande à travers la KfW, le PACD6 phase 2 était exécuté par la section des comptes de la Cour suprême. Le programme a permis d'appuyer les mécanismes de contrôle nationaux et les acteurs du système de financement national de l'Agence des collectivités territoriales. En attendant la fin du programme prévu le 31 décembre 2025, les acteurs et les bailleurs sont réunis pour dresser le bilan des 2 années de mise en œuvre du projet. Au terme des 2 années de mise en œuvre de la composante 2 du pacte 6, les contrôles des investissements réalisés à travers le FNACT ont été effectués
dans 293 collectivités territoriales dans les anciennes régions de Caille, Koulikoro, Sikasso et Ségou. La section des comptes de la Cour suprême se félicite du bilan de l'année écoulée et de l'appui dont elle a bénéficié au compte du programme. La section des comptes a réalisé en collaboration avec le projet en 2025 10 missions de contrôle portant sur 153 collectivités territoriales des régions de Caille, Sikasso, Bougouni, Nioro, Ségou, Koutiala, San et Kita. Au total, le CICT dans sa première phase, plus la prolongation et dans sa seconde phase, a réalisé 46 missions couvrant 650 collectivités territoriales contrôlées et suivies, dont 464 en nouveau contrôle et 206 en suivi. 1444 investissements contrôlés et suivis, dont 819 en nouveau contrôle et 325 en suivi. Par ailleurs, le projet a doté la section des comptes en 11 véhicules, 4x4, 5 motos, d'importants lots de matériel informatique et bureaucratique. Le coût total du projet durant cette seconde phase s'élève à 2,123 216 050 francs CFA, financé par la coopération allemande à travers la KfW. Le programme d'appui aux collectivités territoriales PACD 6 phase 2 a été exécuté dans les régions de Caille, Sikasso, Bougouni, Nioro, Ségou, Koutiala, San et Kita. Atelier de validation de la stratégie de la politique nationale du genre adoptée au Mali en 2010. À l'instar des autres départements ministériels, celui de la justice a élaboré un document de stratégie sectorielle genre avec l'appui de ONU Femmes assorti d'un plan d'action. Le reportage de Mamadou Fani. Pilier fondamental de l'état de droit, la justice veille à la protection des droits et libertés des citoyens, particulièrement les femmes. C'est dans ce cadre que se tient cet atelier de validation du document de la stratégie sectorielle du genre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme et son plan d'action. Malgré ces réformes engagées, il reste encore certains défis qui demeurent là, notamment l'accès des femmes à la justice qui est toujours entravé par des barrières multiples, parmi lesquelles la faible représentation des femmes dans les postes de décision, l'absence des mécanismes sensibles au genre et la persistance de certains stéréotypes et de stigmatisation vers les victimes de violences qui portent plainte. Cette stratégie sectorielle du genre, élaborée avec l'appui technique et financier de ONU Femmes, symbolise encore une fois un engagement fort pour institutionnaliser la dimension genre dans les politiques, programmes et services du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, et nous vous en remercions. Ce document soumis pour validation est une première pour le département de la justice. L'élaboration d'un document de stratégie sectorielle genre est une initiative non seulement conforme au cadre institutionnel de gestion des questions de genre dans notre pays, mais aussi aux engagements internationaux signés et ratifiés par notre pays, dont la mise en œuvre efficace nécessite une orientation structurée, facilitant une mobilisation meilleure des acteurs concernés autour des objectifs et une synergie d'action pour apporter des réponses appropriées aux questions liées au genre dans notre pays. Ce document qui sera validé fait suite à une démarche inclusive qui a réuni tous les acteurs après plusieurs réflexions. Il est donc le résultat et la contribution de plusieurs experts et partenaires techniques et financiers. Merci. Autre grand titre de cette édition, le lancement officiel du concours de recrutement des enseignants-chercheurs. 118 postes sont à pourvoir, occasion pour le ministre en charge de l'enseignement supérieur d'insister sur la performance et le sens du devoir. Youssouf Diakité et Aruna Diara présents pour l'ERTM au lancement des épreuves. Reportage. C'est dans le souci de renforcer les capacités opérationnelles des universités du Mali que le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lance ce concours de recrutement des enseignants-chercheurs. Ils sont plus de 500 candidats à postuler. Ici, la première enveloppe est ouverte par le ministre des tutelles. Il y a deux voies de recrutement. Il y a les concours directs qui concernent les assistants et les attachés de recherche qui doivent être titulaires de master au diplôme équivalent. Ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est le recrutement sur titre
qui concerne les maîtres assistants et les chargés de recherche qui doivent être des titulaires de doctorat. Donc ce matin, les candidats qui sont en salle sont des titulaires de master ou diplôme équivalent qui vont être recrutés comme assistants ou attachés de recherche à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique. C'est un effort important que le gouvernement a fait, malgré les contextes difficiles, en nous permettant de recruter 118 enseignants-chercheurs, dont 78 maîtres assistants, titulaires de doctorat, et 40 assistants, titulaires de master ou diplôme équivalent. Le nombre de candidats est de 563 personnes. La vision actuelle de la transition est de déconcentrer l'enseignement supérieur. Donc il y a de nouvelles créations comme les universités de Caille, de Bandiagara, de Gao, de Tombouctou, de Sikasso. Et toutes ces universités nécessitent qu'il y ait des enseignants-chercheurs pour encadrer les étudiants, pour nous permettre d'opérationnaliser toutes ces universités. Les autorités maliennes restent déterminées à relever les défis liés à la performance et la compétitivité des institutions d'enseignement supérieur public, surtout au Mali. Restons avec le département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Un accueil de reconnaissance organisé à l'attention des 4 nouveaux professeurs agrégés qui se sont illustrés à la faveur du 22e concours d'agrégation tenu à Dakar, cité dans les domaines des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Youssouf Diakité nous amène à l'aéroport international président Modibo Keïta, c'est nous. Ils sont désormais 4 professeurs agrégés dans les domaines des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Ils se sont illustrés à la faveur du 22e concours d'agrégation tenu à Dakar au Sénégal. Ils sont accueillis ici à leur arrivée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Un motif de satisfaction nationale résultant du don de soi. Les charges sont énormes du point de vue d'abord financier. C'est aussi un investissement personnel que nous faisons. C'est également une charge du point de vue de la famille. Je pense que M. le ministre l'a dit, c'est véritablement une charge énorme. Donc nous avons décidé effectivement d'aller au concours en supportant toutes ces charges. Donc c'est un fardeau, mais nous l'avons fait pour le Mali. Le ministre Kansai a saisi l'opportunité pour les transmettre les félicitations des autorités maliennes pour avoir honoré le Mali sur la scène internationale. Cette année, au départ à la première phase qui s'est déroulée ici en ligne, nous avions présenté 12 candidats. Au finish, il y a 6 qui se sont présentés à Dakar et sur les 6, 4 ont été reçus, donc agrégés. Donc il y a un agrégé en sciences économiques, un agrégé en sciences de gestion, un agrégé en droit privé et un agrégé en histoire des institutions. Ceci est donc une bonne nouvelle pour les universités maliennes qui verront leur performance et la qualité de l'enseignement améliorée. Et bravo à nos nouveaux agrégés. L'Alliance Mali-Tania-Amata commémore l'an 1 du général de division Abdoulaye Maïga à la tête de la primature. La cérémonie tenue à Kati visait à saluer et à encourager les efforts du Premier ministre pour sa rigueur dans la mise en œuvre des orientations stratégiques du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Mohamed Sangari. Ce 21 novembre 2025, marquant un an de service du général de division Abdoulaye Maïga à la tête du gouvernement, l'Alliance Mali-Tania-Amata et l'ensemble des forces vives de Kati ont rendu un vibrant hommage au Premier ministre. Le gouvernement de la transition a engagé des réformes profondes et pris des mesures audacieuses dans les secteurs clés, notamment le renforcement de la défense et de la sécurité. S'agissant des réformes politiques, administratives et institutionnelles, il y a eu la modernisation et la digitalisation de l'administration malienne. Satisfaction des besoins fondamentaux des populations. Le gouvernement a pris des mesures pour améliorer l'accès à l'eau, à l'énergie et à la sécurité alimentaire, répondant aux besoins urgents de la population, notamment dans les zones rurales.
Actualité oblige. Badra Alou-Sangaré a également salué la fermeté du Premier ministre dans la gestion récente de la crise d'approvisionnement en carburant, soulignant ainsi son engagement constant face aux défis nationaux. Face à la crise du carburant, le gouvernement du Premier ministre Maïga a pris des mesures rapides et responsables pour limiter l'impact de la hausse des prix. L'anniversaire fit jalonner de nombreux témoignages de reconnaissance envers le Premier ministre, mais aussi d'un accent mis sur la résilience du peuple malien face aux moments difficiles que traverse le pays. Ces témoignages ont été illustrés par la projection d'une vidéo rétrospective synthétisant les réalisations et les efforts du général de division Abdoulaye Maïga à la tête du gouvernement. COP30 à Belém, les travaux dans sa volonté de développer. C'est son COP30 donc à Belém. Les travaux s'y sont achevés ce samedi. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Doumbia Mariam Tangara, a bouclé sa mission par une série de rencontres avec les partenaires. Le point avec nos envoyés spéciaux, Soumaïla Berté, à Loubékouni. Dans sa volonté de développer plus de partenariats avec des amis du Mali, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a poursuivi ses échanges ici à Belém. C'est dans ce cadre que Doumbia Mariam Tangara a rencontré d'autres responsables d'organisations évoluant dans le domaine des changements climatiques. Il y a quelques années, l'Agence de l'Environnement et du Développement durable est en train de travailler pour être accréditée au fonds d'adaptation. L'objectif de cette accréditation, c'est de permettre à l'agence d'élaborer des projets structurants et de mobiliser suffisamment de ressources. Vous savez, on est une agence, un établissement public à caractère administratif, donc nous devons générer des ressources propres. Donc c'est une grande opportunité, une fois qu'on arrive à être accrédité, n'est-ce pas, sur le fonds d'adaptation et nous permettre de générer des ressources propres. Nous avons rencontré le secrétariat du Fonds vert pour le climat et à ce niveau, on a longuement échangé sur les difficultés rencontrées par les structures nationales désignées pour être accréditées à ces fonds innovants au niveau international. Nous avons également rencontré le secrétariat du PNUD. Le PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement. À ce niveau, les échanges ont porté sur le transfert du secrétariat de la Convention de Bamako sur les déchets de Nairobi à Bamako. Nous avons également échangé avec le PNUD sur les contributions du Mali à ce programme au niveau international. Parallèlement à l'agenda du chef de la délégation malienne à la COP30, certains membres ont participé à des travaux de groupes thématiques de négociation. C'est le cas du point focal national genre et climat. Depuis 2017, on avait un plan d'action Lima qui parlait du genre pour la première fois. Maintenant, ce plan d'action depuis 2007 a révolu. Donc, depuis la COP de Dubaï, on a décidé de réviser ce plan d'action. Et donc ici, on était là pour valider ce plan d'action sur 10 ans et de commun accord avec toutes les parties prenantes. Et aussi, j'ai eu à prendre part au renforcement des capacités. Le secrétariat de la Convention sur les questions du genre ont organisé des ateliers de renforcement des capacités à notre endroit. Ici à la COP30, si les travaux se poursuivent jusqu'au 22 novembre, ces conclusions sont très attendues au regard des enjeux qui ont prévalu tout au long de ce rendez-vous mondial sur les changements climatiques. Revenons à Bamako, toute une journée dédiée au département des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. À la semaine internationale de l'artisanat touareg, le ministre Moussa Ag Atayer, très honoré, était dans les stands en visite pour admirer le savoir-faire ancestral des artisans touareg. Plus de précisions avec Boubacar Babli-Touré. Lancée le 18 novembre dernier au Musée national, la Semaine internationale de l'artisanat touareg est à sa 5e journée. Une journée entièrement dédiée au ministère des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Elle a été mise à profit par le département pour échanger sur la lutte contre la migration irrégulière à travers le secteur de l'artisanat. Notre travail de tous les jours
c'est d'abord de protéger notre jeunesse à ne pas perdre la vie dans les tentatives de traversée de l'océan ou dans les tentatives de traversée des déserts pour rejoindre l'Europe. Notre rôle, c'est aussi de faciliter la migration régulière pour les jeunes qui les désirent. Il ne faudrait pas que la migration soit une contrainte, il faut qu'elle soit un choix. Ceux qui choisissent cette voie, nous devons les accompagner à aller dans ce choix tout en les protégeant. C'est pourquoi nous avons aussi entretenu le public sur les opportunités qu'offre la migration circulaire, la migration voulue, la migration régulière. Et cette migration régulière, elle va s'organiser avec nos partenaires, mais aussi avec les jeunes candidats à la migration. Et pour mieux expliquer la problématique, le ministre Moussa Ag Attaher était le modérateur d'un panel sur le thème « Le secteur de l'artisanat au Mali, alternative à la migration irrégulière, enjeux et perspectives ». Panel qui a permis aux différents orateurs de passer au peigne fin la problématique de la migration irrégulière. Les jeunes maliens, s'ils étaient accompagnés et outillés à pratiquer ces secteurs-là, peuvent s'en sortir et du coup, cela nous permettrait de préserver des vies, de ces jeunes qui traversent l'océan pour aller en Europe à la recherche d'opportunités. Nous avons aussi tiré des conclusions sur la nécessité de la co-construction des solutions avec l'ensemble des acteurs. Ministère de l'Emploi, ministère de l'Artisanat, ministère des Maliens établis à l'extérieur, partenaires OIM et autres, pour que le dialogue ne s'arrête pas. Le cadre est mis à profit par le chef du département et sa délégation pour visiter le savoir-faire des artisans touaregs dans des stands. Remise de dons, Mali Wellness Foundation ou la Fondation du bien-être au Mali remet au Centre hospitalier universitaire Institut d'ophtalmologie tropicale d'Afrique, IOTA, plus de 100 millions de francs CFA. On en sait plus avec Awa Adama Koulibaly. Les deux appareils de tomographie par cohérence optique s'inscrivent sur la liste exhaustive des avantages de la coopération tripartite entre le ministère de la Santé, le CHU IOTA et la Fondation du bien-être au Mali, Mali Wellness Foundation. La mielleuse optique automatique reçue gracieusement en 2023 et la Banque des yeux inaugurée la même année. De 2023 à ce jour, un total de 25 cornets prélevés aux États-Unis a été offert à notre structure. Et s'ajoute à ce paquet la rénovation de l'ensemble des équipements du camion médicalisé. Ce que nous faisons comme constatation journalière, c'est dans l'ordre de 250 à 300 personnes. Et au-delà de ça, les examens paracliniques, donc ça peut aller au-delà, en tout cas des 150 examens par jour. Ce qui fait que très souvent, ces appareils sont vieillissants et il faut les rechanger régulièrement. Ces acquisitions permettront de renforcer le plateau technique du centre et d'améliorer les conditions de prise en charge des patients. Par ailleurs, le véhicule actuellement en rénovation assurera les activités de chirurgie mobile dans les zones les plus difficiles d'accès. Une mission chère à la Fondation. Ce camion est très robuste, ça peut faire tout le terrain, aller très loin, mais aussi permettre d'y faire des opérations chirurgicales, approcher l'hôpital aux nécessités. Et si nécessaire, amener ici ceux qui sont très loin à Bamako pour traiter des maladies qu'on ne peut pas traiter chez eux. Keep their eyesight. Depuis 2023, l'IOTA affiche un taux de réussite de 84% dans les greffes de cornée. La première intervention remonte à mars 2023 et les plus récentes ont été réalisées mardi dernier, le 18 novembre 2025. L'ONG Qatar Charity et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés unissent leurs efforts pour donner le sourire à 430 ménages de réfugiés et de personnes déplacées internes de Bamako et de Koulikoro. Inaba nous en parle. Cette initiative menée par l'ONG Qatar Charity consiste à soutenir les groupes les plus vulnérables. Le don est composé du riz, du mil, des pâtes, du lait et de l'huile. En plus, il y a des produits d'entretien.
Cette distribution s'inscrit dans une vision, celle de renforcer la résilience et bâtir des solutions durables. En 2025, 6,4 millions de personnes, soit près de 28% de la population, ont besoin d'une assistance humanitaire et de protection. Parmi elles, 4,7 millions sont ciblés par le plan de réponse humanitaire, mais à ce jour, moins de 16% des financements nécessaires ont été mobilisés, le taux le plus bas depuis plus d'une décennie. Depuis 1950, le monde fait face à de multiples crises. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, a fourni une protection et une assistance vitale aux réfugiés, aux demandeurs d'asile, aux personnes déplacées à l'intérieur de leur pays. C'est pourquoi la collaboration entre le HCR et l'ONG Qatar Charity a permis d'apporter une réponse concrète à ces couches vulnérables. Grâce à l'appui généreux de Qatar Charity, un financement substantiel a ainsi été mobilisé afin d'assurer la distribution de kits alimentaires et d'hygiène à 430 ménages vulnérables dans Bamako et ses environs. L'État du Qatar a placé la solidarité humanitaire et la coopération internationale au cœur de ses priorités. Soyez assurés et soyez sûrs que l'État du Qatar réaffirme son soutien indéfectible à tous les efforts de développement au Mali pour répondre aux besoins urgents face aux défis multiples auxquels le Mali est confronté. J'invite tous les donataires et tous les partenaires internationaux à accroître leur soutien et leur contribution et à coordonner leurs efforts humanitaires. L'ONG Qatar Charity œuvre dans l'humanitaire dans notre pays. De nos jours, plus de 9000 personnes déplacées et les familles nécessiteuses bénéficient de l'aide de cette ONG. La campagne agricole 2025 s'annonce bonne, c'est le constat fait par les techniciens de l'agriculture qui se sont rendus dans plusieurs champs des régions de Bougouni et de Badjangara. Les travaux de récolte ont déjà commencé et se déroulent normalement. Reportage depuis nos stations de Bougouni avec Agali Ag, Agissa Djibril Bakayugo et de Badjangara avec Agibou Koulibaly. La première étape de cette visite de terrain a conduit la délégation dans la commune de Dandoli où deux acteurs clés du monde paysan ont partagé leur expérience. On n'a pas eu beaucoup de mille. Ce qu'on a eu, c'est un peu. C'est peu seulement. Donc, moi, personnellement, j'ai eu un peu, mais ça, c'est pas tout le monde qui a gagné. Depuis 5 mois sans la récolte a été moins bonne que les années précédentes parce que selon sa comparaison, ils ont récolté comparativement un tiers des années normales. Donc ce qui leur pousse à dire que la campagne n'a pas été bonne. La seconde étape s'est déroulée dans la ville de Badjangara. Effectivement, cette année, on a cultivé le riz. Vraiment, on n'a pas pu aménager le lieu, certes, mais vraiment, le rendement est bon. Donc, on a eu un peu le riz. Si nous avons commencé les travaux d'oignons, chaque jour, on peut employer 50-60 déplacés. Donc, vraiment, les difficultés que nous avons cette année, c'est les semences. On achète à 1500 francs le kilo. Et cette année, nous avons reçu 609 mm. Donc, cela veut dire qu'il y a eu vraiment assez de pluie. Et malheureusement, on a constaté par-ci et par-là la mauvaise répartition. À Kani, là-bas, la population crie de la sécheresse. Tandis qu'à Banyangara, les gens crient de l'excès d'eau. Donc, c'est le paradoxe. Nous avons sensibilisé les producteurs à ce qui concerne les récoltes déjà eues, de pouvoir bien les protéger, et d'éviter de les brader et de pouvoir bien les conditionner et les garder dans les greniers. Les récoltes sont presque finies et les gens ont entamé la production des cultures maraîchères. Au terme de cette mission, la direction régionale de l'agriculture de Badjangara réaffirme son engagement à accompagner durablement les producteurs des localités visitées. La supervision de la direction régionale de l'agriculture de Bougouni a commencé par un champ de sorgho situé dans la commune rurale de Kokele. Le paysan Adam Abalo, qui reste confiant, espère que les fleurs ont tenu leurs promesses. C'est 3,5 hectares.
Je compte avoir quelque chose, peut-être jusqu'à 3 tonnes de sorgho. Au niveau de la région de Bougouni, et selon les premières évaluations qui ont été faites, on est à 1 232 114 tonnes. C'est la prévision de production des différentes céréales. Donc le bilan céréalier dans ces conditions a dégagé un excédent d'environ de 615 000 tonnes. C'est justement la gestion de ces récoltes et les préparatifs des travaux maraîchers qui ont conduit le directeur sur le terrain. On est là principalement pour sensibiliser les producteurs par rapport au bon séchage des cultures, par rapport à la bonne conservation et par rapport à la bonne gestion, parce que lorsqu'on a les productions, il ne faut pas tout de suite se précipiter pour vendre le tout. Il faut d'abord dégager le besoin alimentaire de l'exploitation ou de la famille. Nous les invitons aussi à bien faire le maraîchage qui va compléter peut-être les déficits enregistrés au niveau des cultures d'hivernage. On se nourrit de nos produits maraîchers et nous gérons certaines dépenses de la famille. Les produits maraîchers contribuent beaucoup à la santé. Les échanges entre les producteurs et les techniciens agricoles dans la salle de réunion de la mairie de Kokélé ont surtout porté sur les difficultés liées à la mauvaise répartition des pluies, les retards dans la distribution des intrants et les conseils qu'il faut pour réussir la prochaine campagne. Les récoltes se poursuivent. Cette année a été difficile pour beaucoup de paysans, mais certains ont pu avoir quelque chose. Parmi les difficultés, il y a l'irrégularité des pluies, le manque des intrants. Les insectes nuisibles se sont aussi attaqués aux cultures de coton, de maïs et même du riz. Autre champ visité, celui de Boudjan Sidibé et de Bakari Sidibé, tous exploitants agricoles à Yamfoulila. Le premier exploite un champ de maïs de 3 hectares et le second, situé sur la route de Kalana, est un champ de riz. Les femmes de Tombouctou sortent pour exprimer leur mécontentement face à l'assassinat barbare il y a 2 semaines de Mariam Cissé à Tonka. Elles demandent la protection de toutes les femmes du Mali et souhaitent que justice soit rendue. De Tombouctou, la correspondance de Idrissa Goulou Sissoko. Les femmes de Tombouctou s'indignent contre l'assassinat barbare de Mariam Cissé à Tonka. Elles sont sorties massivement pour l'exprimer face aux autorités régionales à qui elles ont remis une déclaration. Pour elles, une femme ne doit plus mourir en défendant sa nation et toutes les mesures doivent être prises pour les protéger. Aujourd'hui, 2 sentiments paradoxaux nous animent, la tristesse et la fierté. Nous sommes réunis pour rendre hommage à notre fille, notre sœur, notre héroïne, Mariam, notre enfant, enfant de Tonka, enfant de Tombouctou, enfant du Mali, arrachée à la vie alors qu'elle accomplissait l'acte le plus noble, défendre sa patrie. Mariam incarne la bravoure, le sens du devoir et l'engagement patriotique en défendant les couleurs de son pays. Elle a offert à la nation l'un des sacrifices les plus nobles et les plus respectés. Elle s'est sacrifiée pour la paix, pour la sécurité et pour que nous puissions continuer à vivre dignement sur la terre que Dieu nous a confiée. En les recevant, le chef de l'exécutif régional salue le courage de ces braves femmes et notera que leur démarche est tout à fait légitime. Cet acte de ce matin est bien légitime de la part de nos mamans, de la part de nos femmes. Manifester leur mécontentement, manifester leur douleur suite à cet assassinat crapuleux, cet assassinat inqualifiable. Une femme, une jeune fille, un soutien des familles, tuée de cette façon. Nous continuons à prier pour Mariam. Nous continuons le combat que Mariam menait. Ce combat, c'est le combat du Mali. C'est le combat de la région de Tombouctou. À l'unisson, toutes confessions confondues, elles ont fait des bénédictions pour le repos éternel de l'héroïne Mariam Cissé de Tonka.
Voilà, nous allons parler de sport maintenant. Abdul Karim Kaba vient de me rejoindre. Bonsoir Abdul Karim Kaba. Bonsoir Yann Traoré, bonsoir à tout le monde. Ça fait un moment, on ne s'est pas retrouvés sur ce plateau. Vous allez bien, j'espère. Bien, merci. Alors, nous allons commencer à parler de basketball, Coupe du Mali. Les affiches de la finale en dames et hommes se disputent demain, dimanche. Et oui, il s'agit bien chez les dames de l'ASL de Bamako que jouera contre le Djoliba Athletic Club. Les deux formations entendent sauver leur saison avec le trophée de Dame Coupe. La jeune équipe de l'ASL voudra confirmer sa montée en puissance en inscrivant son nom au palmarès de la Coupe du Mali. Elle aura fort à faire face au Djoliba Athletic Club, habitué de ces stades de la compétition. En série homme, le stade malien de Bamako affrontera le centre de référence de basketball de Tombouctou CRBT. C'est un remake des play-offs du championnat national. AS Real Djoliba en dames, stade malien de Bamako CRBT en homme. C'est ce dimanche dans la salle Abdallah Mahman Haïdara du stade 26 mars de Yirimadio. C'est à partir de 15h. Et le public est invité. Parlons à présent football. Compétition africaine de clubs. Les phases de groupe ont démarré hier vendredi. Les deux clubs maliens, à savoir le Djoliba en Coupe CAF et le Stade malien de Bamako en Ligue des Champions, sont concernés. Abdul Karim Kaba et le Stade malien de Bamako a joué cet après-midi. Et oui, en Ligue des Champions, bonne opération du représentant malien. Le Stade malien de Bamako, le champion en titre du Mali, a contraint l'Espérance de Tunis au nul. Partout. C'était cet après-midi à Tunis. En Coupe de la Confédération, le Djoliba entre en jeu demain dimanche. Ce sera ici à Bamako. Les Rouges accueillent donc le club marocain Olympique Club Safi pour cette première journée. Les Rouges donc accueillent le club marocain. Ce sera ce dimanche au stade de 26 mars de Yirimadio. CAN Maroc, vous en parlez tout à l'heure, 2025, les chaînes de télévision publiques et privées d'Afrique francophone mettent la pression sur la CAF. C'est par rapport à la diffusion des matchs, de tous les matchs. Et oui, la CAN Maroc 2025, c'est du 21 décembre au 18 janvier 2026. Les chaînes de télévision publiques et privées d'Afrique francophone, nous pourrons diffuser pour l'instant que 32 matchs sur les 52 de la CAN. En réunion à Lomé au Togo, les directeurs généraux de ces chaînes de télévision mettent la pression sur la CAF dans l'attribution des matchs à travers une déclaration commune. La synthèse de cette déclaration, c'est avec Sragatou Sissi. L'union fait la force, a-t-on coutume de dire. Les directeurs des chaînes de télévision publiques et privées d'Afrique francophone réunis ce samedi 22 novembre 2025 à Lomé au Togo, parmi lesquels le directeur général de l'ORTM Hassan Baba Diambélé parle d'une seule et même voix. Il dénonce avec la dernière rigueur le 2 poids 2 mesures de la CAF au sujet des droits de retransmission des matchs de la CAN Maroc 2025. Les chaînes de télévision, à travers leur agent exclusif New World TV, se voient finalement proposer 32 rencontres sur les 52. Face à cette nouvelle situation, les directeurs des chaînes de télévision publiques francophones rappellent à la CAF son manque de neutralité en offrant aux chaînes publiques anglophones et lusophones les 52 matchs. Les premiers responsables des chaînes de télévision d'Afrique francophone invitent la CAF à revoir sa copie, celle d'équilibrer les droits de diffusion des matchs. La CAN, selon les directeurs généraux, est un événement majeur disputé sur le continent tous les 2 ans. Elle doit profiter aux Africains, aux amoureux du football. En attendant que la CAF ne revienne à de meilleurs sentiments, le compte à rebours de la CAN au Maroc est lancé. Oui, la biennale de football, la CAN Maroc 2025, c'est du 21 décembre au 18 janvier 2026. En tout cas, nous, on est sur l'organisation ici, Abdul Karim Kaba, toujours en rapport avec la CAN Maroc 2025. Un téléthon est organisé en faveur des Aigles et ce sera en direct depuis le jardin de l'hôtel de l'Amitié. Tout à fait, et ce soir, donc vous l'avez dit, le monde sportif, le public malien, de façon générale, se retrouve
pour un téléthon en faveur des aigles. Ce sera en direct depuis le jardin de l'hôtel de l'Amitié, lieu de la cérémonie. C'est donc pour les Maliens puissent contribuer à mobiliser des fonds pour soutenir les aigles du Mali par rapport à cette campagne de la CAN Maroc 2025. Et bien justement, d'ailleurs, pour cette campagne CAN Maroc 2025, le Conseil national de la jeunesse s'engage. Eh bien, les jeunes du Mali ont donné le temps de la mobilisation de fonds de soutien aux aigles. C'était hier. À travers ces gestes, les jeunes manifestent ainsi leur soutien et leur accompagnement aux footballeurs. Cette contribution des jeunes intervient donc à la veille de la soirée de téléthon de mobilisation de ressources pour les aigles du Mali. Eh bien, vous pouvez suivre en direct et en intégralité cette soirée de téléthon depuis nos antennes. Voilà, les jeunes ont fait entendre leur voix. La présidente de la commission de mobilisation attend la participation également des journalistes, Abdul Karim Kaba. Et donc, ça sera avec Aïché Baba Keïta et Bourama Kane qui vont animer donc cette soirée qui sera passée tout à l'heure. Et Koji Sibi, oui, bien sûr, notre Koji Sibi, sur ORTM 1. Alors, c'est tout pour ce soir, Abdul Karim Kaba. C'est ce qu'il fallait retenir. Merci beaucoup, on se retrouve demain. Inch'Allah. Même heure, même plateau. Et dans ce journal, nous étions à Karantela, à Kokele, à Dandoli, c'est au Mali. Un grand merci à tous ceux qui nous suivaient de ces localités et partout ailleurs. À demain, bonne suite des programmes sur votre télévision nationale. Merci beaucoup, Abdul Karim Kaba. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants,